de enregistrer. Voilà. Merci d'être venus nombreux ce soir. Alors, c'est un webinaire qui est le deuxième d'une série de deux, finalement, qu'on organise avec le Club au féminin. Donc, et on est vraiment ravis de vous avoir ce soir. Alors, l'ambition de ces webinaires, c'est vraiment de partager des clés aux managers qui sont confrontés à des transformations du travail, qui sont bien sûr la conséquence de la crise qu'on a vécue, à la fois des conséquences pendant le confinement et puis à la reprise après confinement. Donc moi, je me présente, je suis Guillaume Bézy, je suis le co-animateur du Club Santé EM Lyon Alumni. Alors, le Club Santé, c'est un groupe de diplômés qui sont bénévoles, dont l'ambition est de créer du lien vraiment entre les jeunes qui sont en cours de cursus, avec le réseau des anciens, des alumni, comme on dit, et puis avec tout l'écosystème de la santé en général. Alors, pour ce faire, on organise 3 types d'événements, des conférences thématiques, un peu sur le format de ce soir, mais on va dire en réel et avec tout le monde, et même en différé, en duplex, avec d'autres lieux, d'autres sites de l'EN. On réalise aussi des ateliers networking. Alors, je vais inviter l'EM Lyon chez vous parce qu'on s'invite dans des entreprises, on s'invite dans des structures. Et en général, on fait des petits formats d'une vingtaine, une trentaine de participants pour vraiment mixer les réseaux, à la fois des réseaux de l'EM Lyon Alumni et des réseaux externes. Donc là, j'invite les structures, les entreprises qui souhaitent nous accueillir pendant l'année. Le programme n'est pas encore finalisé, donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Et puis, on fait des événements interclubs comme ce soir. Là, en l'occurrence, on est associé au Club au féminin qui a fait ce webinaire la semaine dernière. Alors, après un premier webinaire, justement, qui a eu lieu jeudi dernier, qui a été vraiment animé de main de maître par le Club au féminin, on a pu ainsi faire un retour d'expérience sur l'organisation du travail à l'heure du confinement et du déconfinement. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur la chaîne EM Lyon Business School. Alors ce soir, toujours sur la même thématique, on va l'aborder sous l'angle de la santé, évidemment, parce qu'on est le Club Santé. Et pour cela, j'ai la chance d'être accompagné par 3 intervenants qui ont chacun un point de vue vraiment complémentaire sur cette thématique. Alors déjà, une psychiatre, un médecin psychiatre, docteur Anne Gross, qui est médecin psychiatre et psychothérapeute intégratif passionné d'innovation et de e-santé, et qui pratique entre autres des thérapies cognitivo-comportementales pour les personnes en souffrance au travail, en burn-out, voire en réorientation professionnelle. Elle contribue aussi également à une association qui informe les professionnels de santé sur le dépistage et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Bienvenue Anne. Bruno Rion, qui est aussi un de mes co-animateurs pour le Club Santé, qui est neurobiologiste, qui est coach en entreprise et cofondateur de My Mental Energy Pro. C'est vraiment un programme digital de gestion de la charge mentale en entreprise dont il nous parlera évidemment quand il sera son tour d'intervenir. Bienvenue Bruno. Bonjour à tous. J'accueille également Marie-Christine Eudes, qui est directrice innovation de Apicil, qui est responsable du programme d'accélération prévention santé, qui est dédié aux projets innovants, qui adresse les risques psychosociaux en entreprise. Alors, je vous précise un petit mode opératoire, c'est que chaque intervenant, lors de chaque intervention de chaque intervenant, vous aurez l'occasion de poser des questions via l'onglet Q&A, bien l'onglet question answer. C'est important, pas l'onglet chat. Et nous allons procéder en 2 temps. Donc, après chaque intervention, on prendra 1 ou 2 questions. Et puis, on aura une séquence un peu plus longue de questions-réponses à la fin des 3 intervenants. Alors, pour donner un petit mot de contexte, il y a une récente enquête qui a été menée par une grande mutuelle en France auprès des salariés du privé sur le télétravail et qui a fait ressortir vraiment des difficultés qu'on connaît un petit peu tous, c'est-à-dire la difficulté entre vie privée, vie professionnelle, le fait d'être loin des contacts sociaux. Et notamment, ça a eu pour impact, déclaré par ces salariés, 30% d'entre eux estiment que leur santé mentale s'est dégradée
lors de ce passage au télétravail, de ce passage imposé, dirais-je, au télétravail. Alors, au-delà de ce constat, le but ce soir, hein, c'est vraiment de modestement vous proposer des approches pour s'adapter, pour préserver au mieux la santé mentale des personnes qui travaillent finalement avec nous. Alors, quoi de plus logique de démarrer par une spécialiste de la santé mentale, Anne, c'est à ton tour de démarrer sur vraiment quel est l'impact finalement de ces changements organisationnels, du télétravail sur la santé mentale. Est-ce qu'on peut mettre en place des bonnes pratiques pour prévenir et puis peut-être mieux repérer les personnes à risque de troubles de la santé mentale en lien avec ces perturbations et ces changements organisationnels? Merci Guillaume. Alors, je vais partager mon bonjour à tous et à toutes. Alors, comment partager mon écran? J'attends que tu m'autorises, Guillaume. Ah, il faut que je t'autorise. Oui, je pense. J'ai tous les conférenciers là pourtant, logiquement. Normalement, tu peux. Alors, partager. Alors, est-ce que vous voyez? J'essaie de mettre en diaporama, mais ah oui, voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, là, le Covid nous a imposé un télétravail qui était du coup un stress, par exemple, hein, puisque le stress, c'est une interaction entre l'environnement personnel et professionnel et les ressources d'une personne à un moment T. Pardon, je vais un peu trop vite là quand même. Le télétravail, donc, c'est forcément, là encore plus avec le Covid, c'est une inégalité certaine. Alors, excusez-moi, juste, j'aimerais pouvoir retirer l'image sur le côté, les images sur le côté. Ah oui, ça y est, c'est bon, pardon. Donc, c'est une inégalité certaine parce que selon le type de télétravail qu'on a, c'est-à-dire on n'a pas forcément l'égalité dans les conditions de travail. Hein, les conditions de… Ah oui, je me suis trompée dans l'échange des conditions de télétravail. Est-ce qu'on a une pièce dédiée? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on est en famille? Est-ce qu'on a des petits-enfants qui vont nous déranger tout le temps? Est-ce que justement, si on est seul, est-ce que ça ne va pas être plus dangereux pour nous parce qu'on va être trop isolé avec donc un risque de psychosocial? Vigilance pour les aidants parce que eux, du coup, en étant temps plein à la maison, c'est encore plus difficile. Et puis, donc la vie familiale qui est différente. Donc là, je me rends compte que j'ai mélangé, j'ai fait un copier-coller des deux côtés. Mais je voulais dire sur les différents types de télétravail que, évidemment, ce n'est pas pareil si on fait de la visio non-stop toute la journée, parce que la visio, c'est extrêmement fatigant. Alors que si on fait une réunion par jour ou quelques réunions par semaine en visio, ça va être par exemple moins fatigant. Il y a aussi le fait d'avoir un travail plus ou moins, où on a besoin plus ou moins d'être à fond dans ses dossiers. Et du coup, ça va être très différent en fait d'un type de poste à un autre. Les bénéfices du télétravail, parce que quand même, il y en a. Donc, c'est d'abord une nouvelle expérience de travail collectif qui là a été imposée, mais qui peut devenir peut-être un peu plus tard un peu pérenne, ou en tout cas dans les mœurs. Donc, pour certains, ça a été un plaisir. Ils étaient plus organisés, plus efficaces. Ils avaient moins d'interruptions et certains ont pu apprécier le fait d'être plus autonomes. Ensuite, évidemment, moins de stress, puisque pas de transport, plus de temps avec ses proches. C'est moins la course. Peut-être du coup une meilleure gestion du temps, où on peut respecter un peu mieux son rythme chronobiologique. Et puis, bah oui, donc être présent à ses proches et puis pouvoir se soigner sans que ce soit aussi la course. Les risques, alors c'est vrai que par contre, j'en ai trouvé quand même plus que des bénéfices, du moins là j'ai parlé pour le télétravail à temps plein, hein. J'ai vraiment là pour le début, c'est vraiment le télétravail à temps plein. Mais le risque, c'est les relations sociales, c'est-à-dire l'isolement social, et pour certains, les relations sociales sont essentiellement au travail, donc c'est un problème. Le fait d'avoir moins de feedback, ou du moins ils seront moins qualitatifs.
la communication n'est pas en présentiel, donc c'est très différent, avec du coup une cohésion d'équipe plus pauvre et peut-être un accompagnement des salariés moindre ou en tout cas moins qualitatif. Une durée, une quantité du travail, c'est le risque, c'est-à-dire le risque de ne pas prendre de pause, de sauter des repas, de ne pas avoir d'horaire, de trop travailler. Et surtout le fait de ne pas bouger du tout. On travaille seul, donc seul au travail, la motivation peut être diminuée. On peut être moins organisé à domicile, ça dépend de certaines personnes qui ont besoin d'être encadrées. On peut avoir plus de stress, surtout si on vient de commencer un travail. Et puis surtout, on bouge moins. Et évidemment, le problème de la limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avec la difficulté des jeunes parents. Alors, les vrais risques de santé mentale avec le télétravail. Quels sont les risques de décompensation? Alors, décompensation, ça veut dire que la personne a déjà en fait la pathologie, mais à bas bruit ou en tout cas pas explosive, et puis qu'avec trop de télétravail, ça peut arriver vraiment à un niveau assez important. Donc évidemment le burn-out avec la surcharge de travail et l'isolement social, la dépression, favorisée aussi par l'isolement social et le surcroît de stress. La phobie sociale, oui, pour ceux qui avaient que comme relation sociale le travail, là ils sont complètement isolés. Donc, et puis les tocs de vérification, on n'y pense pas trop, mais en fait il y a des gens qui sont tout le temps à vérifier des choses. Quand ils sont au travail, ils sont à peu près coachés avec des gens, notamment avec soit leurs collègues, soit leurs managers, qui limitent un peu ces tocs. Et là, livrés à eux-mêmes, ils peuvent très bien complètement, ça peut prendre des proportions énormes, et là, ça va être très embêtant. Les signes inquiétants, c'est vraiment, alors là, c'est au-delà du télétravail. Les signes inquiétants, c'est vraiment les changements d'attitude chez un salarié. La façon de communiquer différente, c'est-à-dire moins ou une tonalité différente, et ça même à distance, on doit pouvoir le voir. Le fait de se sentir fatigué, ralenti, de voir que la personne s'énerve facilement, qu'elle a des surréactions émotionnelles, et puis évidemment un repli sur soi, donc toujours une baisse des communications. Et là, c'est vraiment là où il faut aller vers le salarié pour essayer de savoir un peu ce qui se passe. Évidemment, le repérage est plus difficile à distance que quand on est vraiment sur le lieu de travail. Et évidemment, alors les malaises répétés sur le lieu de travail, là, quand c'est chez soi, c'est différent, mais en tout cas, ça peut être pendant le travail. Et puis, la procrastination, ça, peu de gens le savent, mais des fois, c'est vraiment un signe du début d'une dépression installée. Et donc ça, par exemple, et puis évidemment, les mails à des horaires inadaptés, on voit bien qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un bon télétravail? Eh bien oui. Alors pour moi, il n'est forcément pas à temps plein. C'est première chose à la demande des salariés, avec les questions au niveau des salariés de savoir s'auto-limiter. Donc il faut voir en tant que manager à faire attention aux perfectionnistes. Un bon équilibre, si la personne arrive à avoir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et si elle en gagnera une meilleure qualité de vie. Évidemment, il faut que ce soit limité dans le temps et en quantité. Donc moi, je dirais comme ça que vraiment, l'idéal, c'est que ce soit 2 jours par semaine, mais ça dépend des profils de poste et de la relation de la personnalité avec le travail. Il faut que la personne ne soit ni trop engagée, c'est-à-dire trop perfectionniste avec un risque de burn-out, ni peu engagée, auquel cas elle n'arrivera pas à se motiver au travail. D'où le fait qu'il faut mieux que ce soit à temps partiel. Et puis, savoir si la personne a envie d'être un peu plus autonome, ce qui va du coup pouvoir peut-être l'aider. Être à l'aise avec la relation à distance et surtout être bien intégré dans l'équipe, parce qu'évidemment, si on commence en télétravail, c'est vraiment très compliqué. Et puis, évidemment, quand même, l'intérêt du télétravail, c'est un travail peut-être plus flexible, moins de stress. Et puis, si on a des doutes sur un salarié, pourquoi pas lui proposer un essai de 1 jour par semaine et faire un point 1 mois ou 2 mois après. À retenir, santé psychique au travail, l'indispensable, c'est les relations sociales au travail qui sont à la fois protecteurs de la santé mentale et qui sont un moteur de motivation au travail. L'importance des valeurs, parce que quand les valeurs sont perturbées, c'est ce qui favorise le burn-out et le désinvestissement au travail. L'importance de l'individu, c'est-à-dire tenir compte vraiment de ses priorités, de sa manière de travailler, comment il a envie de travailler, son évolution, etc., ses perspectives.
Le seuil stress-performance, on sait tous qu'on en a tous un qui n'est pas le même chez les uns chez les autres. Un travail plus flexible, donc avec moins de stress. Et surtout, un intérêt aussi, le télétravail, c'est peut-être plus de confiance au travail entre les salariés et entre les salariés et leurs managers. Donc, quelques petites recettes. Donc, pour moi, c'est vraiment l'attitude des managers et des collaborateurs qui est fondamentale pour préserver, voilà, voire améliorer la santé mentale au travail. Alors, il y a des petites choses, là, je ne peux pas vous détailler parce que sinon, c'est vraiment trop long. Mais travailler la tolérance à l'incertitude, alors là, on a eu une bonne épreuve avec le Covid, hein, l'incertitude était constante, donc c'est un petit peu sport. Mais travailler la tolérance à l'erreur, ça, c'est un truc fondamental que tout enseignant devrait apprendre et transmettre à ses élèves, et forcément aussi un manager avec ses salariés. Et il faut savoir que le cerveau n'analyse que les erreurs. Il n'analyse jamais les réussites, ce qui est assez quand même impressionnant. Évidemment, l'indispensable communication, donc dialogue, feedback, toujours possible, quel que soit son poste. Et puis savoir donner la parole à son équipe et aux salariés en général pour qu'ils puissent faire des propositions, des participations dans l'entreprise, des idées de développement, etc., plus d'autonomie. Après, il faut faire toujours attention à la répartition du travail, à réévaluer régulièrement, à la gestion du temps. Et puis moi, à propos de l'entretien annuel que pour info à l'hôpital, je n'ai jamais eu en 15 ans, eh bien, je pense que des entretiens parfois trimestriels ou semestriels seraient peut-être même plus judicieux pour faire un point avec ses salariés. Des outils de santé mentale pour tous. Alors, les ateliers d'affirmation de soi, ça c'est hyper important, c'est savoir dire non, savoir demander, savoir refuser, savoir faire une remarque et finalement, ça nous concerne tous. On devrait tous apprendre ça presque à l'école. Bouger, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais bouger, ce n'est pas que pour la santé physique, ça évite la dépression et ça la traite d'ailleurs, c'est partie des traitements de la dépression. Des ateliers de sensibilisation à la santé mentale, alors ça c'est vraiment, c'est tout nouveau en France depuis fin 2019 et si vous voulez plus de renseignements, vous pourrez me contacter, mais c'est sur Santé mentale France, normalement vous avez toutes les formations. Évidemment, se former en risques psychosociaux. Encore mieux, passer en démarche QVT de l'entreprise entière et évidemment les ateliers de gestion du stress. Alors après, je vous ai mis tout un tas de références que là, je ne vais pas toutes vous lire, mais en gros, j'ai mis des sites internet avec des auto-évaluations, avec des petites thématiques différentes, des cabinets pour être accompagnés dans une démarche QVT ou de prévention RPS, des organismes qui publient des rapports, qui donnent aussi des kits d'outils, notamment l'ANACT qui donne des kits qui sont super pratiques, vraiment bien, des livres, là c'est un peu plus pour approfondir, que ce soit de façon individuelle ou de façon un peu globale. Et puis, quelques apports d'innovation, mais Marie-Christine Eudes va sans doute parler de certaines d'entre elles, mais je vous les ai mis après si ça peut être des questions à la fin. Et puis la définition de la santé mentale. La santé mentale par l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc ça, c'est le challenge pour nous tous. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Anne. C'était très complet, en plus très pragmatique, j'ai trouvé, avec beaucoup de petites informations pratiques. Et j'espère que. Alors, il n'y a pas forcément de questions tout de suite, mais il y en aura sûrement à la fin. Alors, on a eu le point de vue d'un médecin. Et puis, j'accueille un autre scientifique. Il y a beaucoup de scientifiques ce soir. Bruno, de ton côté, tu es vraiment un spécialiste de la charge et voire de la surcharge mentale. Comment est-elle majorée avec le télétravail, par exemple? Et quels sont tes conseils de coach pour y remédier? Bonsoir à tous. Merci Guillaume et Anne pour ces précisions et tous les risques éventuels liés au télétravail. Je vais me mettre en partage d'écran pour vous présenter quelques diapos. Voilà.
Alors, quand je passe en partage d'écran, je ne vois plus grand-chose. Donc, Guillaume, juste si tu peux me dire si c'est bon, est-ce qu'on voit bien le… Ouais, Bon je ne pour nous. t'entends plus. Ok, super, merci. Donc, effectivement, le télétravail, en fait, engendre un certain nombre de, on va dire, de modifications, en fait, de perception, en fait, pour le cerveau, puisque déjà de façon classique, en fait, nos capacités attentionnelles et notre charge mentale, on va dire, sont soumises à des variations dans la journée, et nos capacités attentionnelles, elles ont tendance à diminuer au fur et à mesure qu'on se concentre, tout simplement, et donc c'est normal que ça diminue. Les études montrent qu'on perd à peu près 50% de nos capacités attentionnelles en 50 minutes, ce qui n'est pas très grave en soi, ce qui est plutôt normal. Il faut juste en prendre conscience et se dire qu'au bout d'un moment, on a un peu plus de mal éventuellement à réfléchir et à se concentrer. Voilà, donc avoir conscience de ça. Ce qui se passe avec le télétravail, en fait, c'est que l'environnement change, et on l'a vu en ce moment avec cette période de Covid. C'est un peu plus de visioconférence, donc des phases de concentration un peu plus fortes, de la mobilisation attentionnelle et donc beaucoup de charge mentale utilisée dans des concentrations sur les écrans aussi. C'est des tâches aussi, on va dire, des tâches domestiques, et puis de l'accompagnement des enfants dans certains cas, parce qu'il a fallu se transformer du coup en professeur à la maison, monter en compétences autour des outils digitaux, etc., etc. Et tout ceci fait finalement que, au bout d'un moment, le cerveau est un peu perturbé quand même par cette notion de télétravail, en particulier au début, euh, parce qu'au-delà des pertes de capacité attentionnelle, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent se greffer, et en particulier, on perd cette séparation physique et mentale en fait des tâches. Généralement, quand on est au boulot, on ne peut pas forcément avoir envie de cuisiner puisque certaines tâches sont impossibles. En gros, quand on est au travail, je ne vais pas me mettre à cuisiner. Quand on se retrouve en télétravail, un certain nombre de tâches deviennent possibles, dont on n'avait pas forcément l'habitude de les intégrer mentalement, en fait, dans notre charge mentale. Ce qui fait que cette charge mentale s'en trouve un peu plus occupée. Et donc, du coup, ça veut dire aussi que cette séparation des priorités, elle devient moins évidente pour le cerveau, alors qu'elle est assez facile à mettre en œuvre quand je suis au travail. J'ai un certain nombre de tâches ménagères que je ne peux pas faire, donc je n'ai pas à penser à ça. Donc ça, du coup, ça va avoir tendance à nous mobiliser un peu plus de charge mentale. Ça veut dire concrètement pour le cerveau que potentiellement, il va avoir à réfréner, on va dire, certaines envies parfois qu'on peut avoir d'aller occuper notre temps sur autre chose. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ce qui va se passer potentiellement, c'est que quand on est en télétravail, alors quand il est organisé, ça va. Quand il a été subi, comme on a pu le voir ces dernières semaines, on peut s'en trouver aussi interrompu par la présence des enfants ou de la famille dans la maison ou l'appartement. Du coup, ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre d'interruptions. On va multiplier les sources potentielles d'interruptions. Et l'interruption, c'est quelque chose de très coûteux pour le cerveau en termes de charge mentale. En moyenne, on estime que l'interruption d'une tâche sur laquelle on est concentré coûte 30% de ressources mentales supplémentaires. Ça veut dire qu'on va mobiliser 30% de ressources et de temps en plus à réaliser une tâche lorsqu'on a été interrompu sur cette tâche. Et plus on est concentré sur cette tâche, plus ce chiffre va augmenter. Voilà. En gros, ça veut dire qu'on va être interrompu par une tâche, il va falloir reprendre des ressources mentales pour se reconcentrer sur cette tâche et reprendre là où on en était. Donc ça veut dire qu'en fait, notre charge mentale va augmenter, nos capacités attentionnelles vont diminuer encore plus vite finalement dans cet environnement, donc potentiellement diminuer encore plus vite dans cet environnement. Donc on a un cerveau finalement qui perd un certain nombre de repères, qui est potentiellement un peu plus interrompu. Donc ça veut dire qu'il va falloir du coup, dans cette phase de télétravail, réapprendre, redonner un certain nombre de cadres en fait à notre cerveau qui vont l'aider finalement à savoir où mobiliser son attention. On va l'aider à essayer de gérer moins d'informations parce que finalement cet environnement différent et ce contexte différent fait que du coup la charge mentale devient très forte et voire plus forte que d'habitude. Ça veut dire qu'il va falloir redonner au cerveau des marges de manœuvre et l'aider dans cette gestion des informations. Donc, dans ce cadre-là, ça veut dire qu'en fait, pour notre cerveau, on va
l'aider à recréer des routines, par exemple. Recréer des routines, ça veut dire remettre en place un certain nombre de rituels, en fait, pour que notre cerveau puisse réautomatiser un certain nombre de processus, l'aider à prendre moins de décisions, d'accord, et le remettre dans un environnement où il va pouvoir réfléchir tranquillement et recréer des habitudes de fonctionnement de façon à ce que, comme on le fait quand on part au travail, le cerveau il se met dans un mode travail. Quand j'arrive au bureau, je sais que j'ai un environnement qui signale à mon cerveau, attention, là, en gros, on va déclencher les programmes liés au bureau. D'accord? Quand je rentre à la maison, si je sépare bien ces espaces-là, je vais indiquer inconsciemment à mon cerveau, par l'environnement dans lequel je me trouve, la cuisine, le salon, etc., qu'on n'est plus au travail. Et bien, c'est ça qu'il va falloir remettre en place, recréer des environnements à travers des rituels, des routines pour réassocier l'environnement au travail, en fait. Et ça peut être quelque chose qui prend un peu de temps, mais c'est important pour le cerveau parce que du coup, ça lui permet de se mettre en route plus rapidement à travers ses rituels et ses routines, comme peut le faire un sportif de haut niveau qui recrée un certain nombre d'habitudes pour rentrer mentalement dans son acte. Ça, c'est la première chose qui va être important pour le cerveau, pour l'aider à mobiliser ses ressources. La deuxième chose, ça va être, comme on peut le faire parfois dans l'environnement professionnel, accepter de recréer des bulles de concentration. D'accord? C'est-à-dire recréer ces frontières, finalement, qui vont protéger le cerveau entre le bureau et la maison. D'accord? Ça veut dire recréer des endroits, des moments à forte concentration, recréer peut-être aussi des règles de non-interruption chez soi, en particulier si on n'est pas tout seul à travailler de chez soi. Et ça va être important pour éviter ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette notion d'interruption qui sont très, très coûteuses pour le cerveau et qui vont entraîner de la surcharge ou de la surchauffe mentale par une usure rapide, en fait, des ressources mentales. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental de façon à aider le cerveau à savoir là où il doit mobiliser son attention. Et enfin, l'autre phase qui est très, très importante, c'est accepter d'intégrer dans sa journée des phases de récupération, de remobilisation de ses ressources mentales, soit par des micro-siestes ou des moments de divagation, soit par d'autres techniques et outils qui permettent de sortir un peu de la gamberge ou de se réisoler, de se reconcentrer sur un certain nombre de tâches. Mais cette phase-là est déjà très importante quand on est au bureau, mais elle devient encore plus importante quand on est en télétravail, surtout dans les conditions qu'on a vécues ces dernières semaines, parce que notre cerveau est soumis à beaucoup, beaucoup d'informations et à des phases de forte concentration à travers des visioconférences, qui sont des moments très consommateurs de ressources mentales. Donc dans ce cadre-là, il est d'autant plus important d'intégrer ces phases de récupération. Ce ne sont pas des temps perdus en fait, ce sont des temps de remobilisation des ressources pour repartir de façon plus sereine et plus efficace les minutes d'après. Donc, au niveau des entreprises, et pour rebondir sur ce que disait Anne tout à l'heure, il est important aujourd'hui de sensibiliser, de libérer la parole autour de ces risques, des risques de surchauffe mentale, des risques psychosociaux, parce qu'on voit que le contexte actuel peut être difficile et pas forcément facile pour tout le monde. On n'est pas tous égaux dans l'environnement de travail qu'on a, on n'est pas tous égaux aussi vis-à-vis des outils technologiques qui peuvent aussi être source de charge mentale supplémentaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important de permettre aux gens d'exprimer le niveau de charge mentale, on va dire, dans lequel ils sont dans le cadre d'un télétravail. Est-ce que j'ai des difficultés à m'isoler? Est-ce que j'ai des difficultés techniques, etc. Ça veut dire aussi outiller les collaborateurs, outiller les gens pour être à l'aise et pour être bien dans le cadre d'un télétravail. Et c'est aussi accompagner les collaborateurs, et Anne le disait tout à l'heure, c'est les associer le plus largement possible à l'évolution des règles et des comportements qu'on peut mettre ensemble en place pour être à l'aise, efficace et serein dans le cadre du télétravail, comment ça s'organise, 1 ou 2 jours par semaine, quels sont les outils qu'on utilise, comment on est formé à ces éléments-là, et comment gérer ses ressources mentales, justement, même à distance, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Et comme tu l'évoquais, Guillaume, du coup, nous, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a choisi de créer My Mental Energy.
l'idée, pardon, j'ai avancé un petit peu vite, excusez-moi. L'idée, c'est de pouvoir justement permettre aux collaborateurs, à travers des conférences de sensibilisation, à travers des formations et à travers des ateliers de co-construction de bonnes pratiques d'écologie mentale, justement de permettre cette sensibilisation, cette libération de parole, de les outiller à travers un certain nombre d'exercices, de conseils, et de les accompagner dans des ateliers de co-construction de règles et de bonnes pratiques d'écologie mentale dans ces démarches justement de télétravail ou d'alternance télétravail et travail en entreprise. Parce que les règles ne sont pas les mêmes et la charge mentale n'est pas forcément la même pour tout le monde en fonction du niveau dans lequel je me sens à l'aise ou pas sur cette démarche de télétravail. Donc tout l'enjeu, il est d'impliquer les managers et les collaborateurs dans l'élaboration de ces nouvelles règles de manière à ce que ce ne soit pas justement une charge mentale supplémentaire, mais que ce soit bien un outil qui aide le collaborateur, que le travail doit être au service du bien-être et de l'efficacité des équipes. Voilà, et donc c'est dans ce cadre-là que nous, on a créé ce programme My Mental Energy, qui se compose justement du coup de conférences de sensibilisation, d'outils, d'ateliers de travail et d'un outil qui est une application My Mental Energy Pro. Et si j'en parle ce soir, c'est parce que l'ensemble des alumni en fait, de l'EM Lyon ont accès à cette application. Donc, comme n'importe quelle application, il suffit de la télécharger sur un des stores ou Google ou Apple, de vous créer un compte et de rentrer le code qui s'affiche là, EMLALU1, tout en majuscule, de façon à avoir accès à plus de 200 conseils vidéo et exercices audio issus de plein de disciplines différentes, que ce soit de la mindfulness, des sciences cognitives, de la préparation mentale, du sport, de la méditation, voilà, pour aider l'ensemble des collaborateurs en entreprise et en télétravail, puisqu'on a fait un certain nombre de capsules vidéo spécifiques au télétravail, pour les aider justement à mieux gérer leurs ressources mentales et leur charge mentale dans ce contexte qui est, ma foi, pas toujours très simple. Voilà. Donc, je peux arrêter Merci le partage. Bruno. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a eu deux visions vraiment complémentaires de la thématique, de l'impact du télétravail, du stress, des outils et un focus sur la charge mentale qui est finalement un peu oublié hein, d'une manière générale. On a l'impression qu'on peut résister à tout, et finalement notre cerveau nous dit bah non, en fait. Et grâce à ces nouvelles technologies, finalement, on arrive à trouver des opportunités. Et d'ailleurs, ça fait une belle transition avec toi, Marie-Christine, puisque un des enjeux pour Apicil, hein, c'est la prévention, en particulier la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Alors du coup, comment Apicil travaille pour innover dans ce domaine? Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'approches innovantes qui pourraient être mises en place finalement assez rapidement? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran aussi, en espérant que ça se passe bien. Donc, en effet, le groupe Apicil, pourquoi on s'intéresse à la santé? Forcément, groupe Apicil, on est un groupe de protection sociale. Notre ADN, c'est de protéger et d'accompagner l'ensemble de nos clients. Et quand on dit protéger et accompagner, c'est aussi sur le domaine de la santé, avec des valeurs qui sont quand même des valeurs très mutualistes et très paritaires, puisque la gouvernance est faite par nos clients. Donc, on se dit qu'on leur doit de travailler et de co-construire avec eux les solutions de demain, notamment, et des solutions qui leur apporteraient une vraie, je veux dire, bienfaits pour leur santé. Alors pourquoi on parle de bienfaits pour la santé? Puisque le groupe, depuis plus de 10 ans, mène des travaux de recherche et d'expérimentation sur le sujet de la santé au travail. Au début, on a mené des groupes d'expertise avec des RH, quelles étaient leurs préoccupations, le nombre d'arrêts de travail croissant. La QVT n'était pas encore quelque chose d'obligatoire. Et du coup, on est allé faire un voyage d'exploration chez nos voisins, les Canadiens, qui, eux, étaient très en avance par rapport à ça. Et on s'est dit, il faut trouver des solutions qui permettent de pouvoir prouver aux entreprises comme quoi l'indice de bien-être de leurs collaborateurs a un impact sur leur performance économique au niveau de l'entreprise.
Donc, on a mis tout un tas de tests, d'expérimentations dans des entreprises. On a même Excuse-moi, Marie-Christine, ton écran et ton slide est coupé, en fait. Est-ce que tu as un moyen de le mettre en plein écran ou... Ben, je suis, moi, en plein écran, je ne sais pas. Ou sinon, je vais peut-être prendre, moi, la main sur le partage d'écran, comme ça, avec ta je veux présentation. bien. Oui, je veux bien. Voilà. Comme ça. C'est bon pour toi? Voilà, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. OK. Voilà. Donc voilà, donc j'en étais à la partie livre blanc et du coup on s'est dit il faut qu'on aille un cran au-dessus et on a commencé à aller chercher des partenaires, des prestataires pour pouvoir accompagner nos entreprises dans cette démarche avec des entreprises pilotes qui ont bien accepté de vouloir travailler avec nous sur ces sujets. Et un point important, en 2016, on a ouvert une chaire avec l'EM Lyon notamment pour passer, on va dire, de la partie conviction à une partie de démonstration en s'appuyant sur une chaire et j'y reviendrai juste après. Donc, la logique, après forcément, juste avant, Guillaume, excuse-moi, on a donc lancé un certain nombre d'offres pour accompagner cette chaire, des partenariats aussi, et on le verra juste après, on s'est lancé dans de l'accompagnement aussi de start-up, puisqu'il nous semblait que les nouvelles technologies aujourd'hui doivent pouvoir permettre d'accompagner de manière différente et de répondre à tous les besoins des entreprises, puisque comme on a parlé Bruno ou Anne, on voit bien que l'impact du stress en entreprise notamment, quelle que soit la condition d'exercer son activité, doit trouver des solutions qui savent s'adapter à cette situation et donc des solutions différentes qui doivent être éprouvées. Donc, je vais peut-être dire un mot sur la chaire santé performance au travail. Donc, cette chaire qui a été menée avec le professeur Sonnen avait pour ambition d'élaborer vraiment la mesure du capital santé au niveau individuel et collectif et en faire une corrélation avec l'impact sur la performance collective de l'entreprise. Donc, on voulait vraiment étudier aussi la pertinence des actions. C'était un moyen de prouver qu'une entreprise qui met en place des actions de santé ou de QVT au sein de l'entreprise peut avoir un vrai impact sur l'indice de capital santé. Donc, si tu veux passer au slide suivant, sur la partie les premiers enseignements qui ont été faits sur cette étude, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a une vraie corrélation, je dirais, entre les conditions de travail, les conditions positives de travail et le capital santé. Automatiquement, les différents diagnostics qui ont pu être faits, questionnaires qui ont pu être passés au sein des entreprises, puisque ça s'appuie sur une cohorte où on a un potentiel de 20 000 salariés, donc en général on a 4 à 5 000 répondants qui sont sur 3 ans, avec des questions qui sont sur tous les thèmes, puisque là l'importance de cette chaire, c'est de s'appuyer sur la vision de la santé globale, que ce soit la partie individuelle de la personne ou le caractère collectif de sa situation et de son contexte. Et ça a bien été mis en avant, comme quoi dès que les conditions de travail s'améliorent, le capital santé s'améliore aussi. Et on voit une vraie corrélation entre les deux. Une autre corrélation, et celle-ci était beaucoup plus importante pour les entreprises, c'était de pouvoir leur démontrer qu'en fin de compte, la santé du collectif a un vrai impact sur des indicateurs de performance de l'entreprise et notamment sur la satisfaction client. Dans notre cohorte, on a eu la chance d'avoir une entreprise qui avait plusieurs établissements, donc qui avait les mêmes règles, les mêmes logiques, les mêmes actions qui étaient mises en... Enfin, les mêmes actions qui leur étaient proposées. Certains mettaient en place et pas d'autres. Et on a pu s'apercevoir que ceux qui mettaient en place ces actions-là, pour améliorer la santé des collaborateurs, avaient un indice de satisfaction client nettement supérieur à leur autres établissements. Et puis enfin, on a différents enseignements aussi à tirer, puisqu'on a pu voir
comme quoi il y a un fort impact sur le capital santé en lien avec tout ce qui va être l'organisation du travail. Et puis aussi un truc assez, tout le monde le pensait, mais ça a été du coup démontré, comme quoi la période, le temps, l'axe temps aussi est important, puisqu'on se sent mieux quand on est souvent en été ou dans le premier semestre, et on a souvent une perception plus agréable de la santé. Alors, sauf cette année, naturellement, puisque le premier semestre 2020 sera marqué par le Covid, que sur le deuxième semestre, où là, on rentre dans des saisonnalités avec l'automne, l'hiver, où on a déjà une baisse d'activité, on a une baisse du moral souvent, et ça a un impact direct sur cette observation. Je te demandais juste de passer. Merci. Donc, dans cette démarche collective de préventive et santé, forcément, quand on fait un diagnostic en entreprise, après, il va falloir co-construire des plans d'action. Et là, je pense que tous les axes doivent être traités, tous les axes de la santé, que ce soit habitudes et hygiène de vie. Donc, Anne et Bruno nous en ont parlé, la santé physique, puisque ça a un impact important, notamment sur tout ce qui peut être maladie chronique. La situation personnelle doit être prise en compte, le travail et l'organisation et le management de l'organisation aussi, et puis l'environnement du travail, l'environnement physique. Donc, pour ce faire, nous, on accompagne les entreprises, donc on leur propose des diagnostics forcément, mais une fois qu'on pose des diagnostics et qu'on dit à une entreprise, voilà les points qui nous paraissent importants à traiter, il ne faut pas le laisser seul devant son résultat. Donc, si on ne veut pas le laisser seul, notre job, c'est d'aller voir un certain nombre de prestataires, d'aller voir différentes solutions qui existent sur le marché pour pouvoir apporter des solutions et des solutions qui sont en adéquation avec la situation. Si l'entreprise elle est une industrie, si c'est dans le domaine du tertiaire, on doit trouver un certain nombre de solutions de manière à pouvoir répondre positivement à la demande de l'entreprise. C'est dans ce cadre-là, notamment, que l'on a lancé une espèce de catalogue. Donc, je ne vais pas tous les passer parce que on les a à peu près tous cités. Puis, on s'est dit, au milieu de tout ça, il y a des solutions reconnues sur le marché, intéressantes. Et on s'est dit, on a aussi des nouvelles start-up qui se créent, qui proposent des solutions, somme toute innovantes, qui nous ont paru très intéressantes pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins avec des nouvelles technologies, avec des nouveaux procédés. Et du coup, on intègre ces solutions à titre expérimental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à titre expérimental? Ça veut dire qu'on accompagne ces startups. On va vérifier avec elles leur modèle économique, leur pérennité, leur sécurité. On reprend tous ces éléments-là. On travaille avec elles. On travaille avec des collaborateurs aussi du groupe. Donc, ça fait partie de la dimension innovation du groupe, c'est-à-dire qu'on a créé une communauté d'appinovateurs au sein d'Apicil, des gens qui sont volontaires pour travailler sur ces sujets-là et qui viennent rejoindre des équipes de parrainage de ces innovations, de ces startups, et on travaille avec elles pour pouvoir proposer de manière expérimentale ces solutions-là en entreprise pour vérifier que la solution est bien adaptée. Donc, merci de passer à la slide suivante. On a deux types de programmes. On en a un qui est vraiment sur l'idéation, c'est-à-dire on rend les idées possibles. Là, on est vraiment sur du mécénat. Il faut dire qu'un groupe de protection sociale a la chance d'avoir une partie mécénat très importante, où grâce à des partenaires, notamment, souvent on travaille, on a fait un appel à programme Upicil l'année dernière et on en refait un en fin d'année, avec notamment iCare Lab, par exemple, où on va aller traiter des défis sur des sujets, dont un qui était le syndrome d'épuisement professionnel. Et là, c'est vraiment des gens qui ont des idées et on veut savoir si ces idées elles vont être possibles ou pas. Donc, on est sur un pré-incubateur quelque part pour rendre ces idées possibles. Une fois que ces idées sont plus ou moins validées, après, on passe à la phase suivante. Et donc, c'est plutôt sur ce sujet-là que je voulais vous parler ce soir. C'est la partie du programme Apicil Prévention by H7 qui a été vraiment focusé sur des solutions innovantes en matière de prévention psychologique et TMS en entreprise. Et c'était vraiment notre focus, puisque l'entreprise reste un lieu de vie après les étudiants, après l'école, je dirais. L'entreprise, c'est quand même le temps où on passe, c'est la période où on passe
la plus grande partie de notre vie au bureau. Donc, ça nous semblait important d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là, même si on accompagne après les salariés quand ils sont au niveau de la retraite. Donc, dans ce programme, c'était des solutions innovantes que l'on a souhaité accélérer, hein, puisqu'on a fait un partenariat avec Axéo et Early Metrics pour pouvoir justement challenger les solutions de ces startups pour pouvoir apporter une vraie solution aux entreprises pour pouvoir prendre soin de leurs collaborateurs. Donc, on va peut-être rapidement les passer. Donc, on a 6 lauréats qui ont été retenus sur le programme. On a Home Biosnik avec une solution qui était assez intéressante puisqu'il a développé un algorithme basé sur l'intelligence artificielle qui permet de déterminer quelle est la chronobiologie, je dirais, ou la biologie de la personne. Est-ce qu'elle est apte à faire des astreintes de nuit? Est-ce qu'elle est apte à travailler dans l'urgence? Est-ce qu'elle est apte à travailler de manière, comment dire, sur un certain poste? Cette technologie vient de chez les pompiers et c'était intéressant. Et on a beaucoup de cas, nous, d'applications, puisque on l'a pu le voir, par exemple, dans le domaine des hôpitaux. Les personnels hospitaliers, notamment dans les urgences, sont souvent amenés à faire des astreintes. Et en fin de compte, les personnes qui ne sont pas adaptées au poste ne sont pas performantes et en plus ne sont pas à l'aise dans leur emploi et souvent quittent leur emploi et ce sont des causes de turnover important dans les entreprises ou d'absentéisme tout simplement. Donc ça, c'est une application avec laquelle on aimerait pouvoir développer la partie vraiment accompagnement des entreprises sur le recrutement. Donc, c'est Home Biosnik qui est et je vous donnerai des liens pour que vous allez retrouver toutes ces startups qui vous en parleront mieux puisqu'on a fait des petites vidéos avec elles pour qu'elles se présentent. Une autre innovation assez importante, c'est Capsys Robotics qui a développé une solution de détente musculaire en entreprise robotisée. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition dans les entreprises une table de massage robotisée de manière à ce que chaque salarié puisse à tout moment aller prendre un moment de détente avant que la contracture soit là, avant d'avoir besoin d'un kiné, avant d'avoir besoin d'un ostéopathe. Donc, on est vraiment sur de la prévention mise à disposition de tous. Et là, vraiment, on est sur quelque chose qui va servir à la fois au stress et à la détente musculaire. On est vraiment sur les deux axes. Une autre innovation, un autre start-up qu'on accompagne, elle l'a cité Anne tout à l'heure, c'est Codesna. Qui a mis en place, qui a un outillage qui va permettre de détecter le stress chronique, du stress, on va dire, plus habituel, et de pouvoir vérifier aussi si son organisme est résistant ou s'il y a vraiment un risque cardiovasculaire, notamment important, qui pourrait être détecté. Et typiquement, notre programme, en fin de compte, on s'est aperçu que Codesna et Capsys avaient une vraie résonance, puisque quand on arrive dans une séance de détente, on a un certain stress en nous, et on s'est dit c'était peut-être intéressant de prendre justement sa mesure de stress avant ce moment de détente et le reprendre après pour pouvoir vérifier si certains indicateurs descendent ou pas. Donc, voilà aussi à quoi sert un programme, c'est les rencontres dans un écosystème de startups qui peuvent travailler ou trouver des développements communs. Après, on est sur deux sujets complètement différents. HPI, Speak Up, qui est ce qu'on appelle les enquêtes pulse, et Incollab, qui est un outillage pour pouvoir redonner la parole aux collaborateurs. Et je pense que ça, ces deux applications-là, pendant la partie télétravail, d'ailleurs, les deux startups ont proposé des solutions solidaires, gratuites aux entreprises pour pouvoir tester ces solutions, puisque ça a été mis en avant notamment par Anne et par Bruno. Libérer la parole, c'était un point important. Et souvent, on n'avait pas forcément des outillages simples. Et ces deux innovations étaient vraiment simples d'utilisation sur n'importe quel outil. Donc, ça nous a permis aussi de développer et de leur proposer de tester ces deux solutions de manière relativement simple. Et on continue maintenant, puisque quand on dit déconfinement, c'est pas simple, c'est pas télétravail ou travail. On l'a vu tout à l'heure, maintenant c'est du mixte.
Donc, l'ensemble de ces applications, c'est de se dire comment je peux mettre à disposition des managers des outils qui vont leur permettre de manager à distance, mais aussi de manager sur site, en présentiel. Donc ça, c'est aussi des défis des managers de demain, comment ils peuvent apporter des solutions innovantes auprès de leurs collaborateurs. Et puis, le dernier startup que je voulais vous présenter, c'est Matvisio, qui, eux, sont sur une caméra qui va permettre de détecter immédiatement, je dirais, les mauvaises positions ou les mauvais gestes, les mauvaises postures. Et notamment, on est en train de développer une solution qui pourrait être proposée à domicile, c'est-à-dire que les gens qui sont en télétravail, souvent sous-estiment, hein, je crois que c'est Bruno qui en a bien parlé, sur son environnement. Quand on dit se prévoir son environnement, bah, ce n'est pas en restant 4 heures sur une chaise de cuisine qu'on peut être très bien dans son environnement. Et souvent, on oublie qu'en fin de compte, quand on est dans un bureau avec un fauteuil ergonomique, ben, le fauteuil, on l'oublie parce que c'est un fauteuil ergonomique justement, ou bien la bonne distance entre son micro et la personne, ou bien la bonne taille du bureau. Je pense que ça fait partie aussi des choses importantes d'accompagner les collaborateurs dans leur télétravail de manière physique, de manière à ce qu'ils puissent retrouver les bons gestes, leurs bons rituels tels qu'ils l'ont au bureau. Donc voilà un peu la présentation. Juste la dernière slide. Voilà, donc vous pouvez retrouver, vous avez le lien qui est donné, puisque pour accompagner nos clients, ben forcément, on retrouve les bons conseils tels que Anne et Bruno ont pu les annoncer hein, concernant la partie déconfinement, retrouver du lien, prendre soin de sa santé, bouger. Enfin, on est sur je dirais, les conseils que l'on retrouve classiquement. Et aussi, on propose nos expérimentations aux entreprises, puisqu'on se dit que c'est l'occasion d'aider aussi nos entreprises dans cette phase de déconfinement, et on cofinance quelque part ces expérimentations chez elles, et on leur met à disposition ces innovations de manière à pouvoir les tester. Alors, en contrepartie, elles s'engagent à nous donner un peu du retour aussi. Hein, elles sont pilotes, donc ça veut dire qu'elles consentent à nous faire des retours, à prendre un peu de temps pour aider aussi ces startups. En même temps, c'est aussi aider leurs collaborateurs dans cette phase de déconfinement, puisque ces innovations sont là pour réduire le stress et réduire aussi toute la partie, ce qu'on appelle les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Donc, vous retrouvez des petites vidéos sur le site. Chacun de nos startups présente leurs solutions. Donc, ce sera peut-être plus parlant que ce que j'ai pu exprimer. Merci à vous. C'était très clair, Marie-Christine. On a bien suivi. Et moi, ce que je retiens des 3 interventions, c'est la notion de personnalisation et d'individualisation finalement, parce qu'on n'a pas une solution pour tous, mais des solutions pour chacun. Et que la première étape, c'est bien de comprendre l'individualité du collaborateur, sa situation, et d'autant plus sa situation, son environnement semi-professionnel quand il est en télétravail, qui n'est pas forcément le même et qu'on ne maîtrise pas forcément quand on est finalement au sein de l'entreprise, au sein du bureau. Et on voit bien qu'on n'est pas tous égaux finalement par rapport aux nouvelles organisations, pas tous égaux face au stress, on l'a bien vu. Et je trouve que c'est vraiment ce mot-là qui me vient en fait à vous écouter. Alors, il y a quelques questions, notamment une première question qui est la mise en place opérationnelle, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de solutions. On a parlé des solutions liées à l'intervention de psychologues, des solutions plus mix digital et présentiel, et puis d'autres solutions un peu plus technologiques. Mais en pratique, finalement, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui mettent en place ce type de solution? Est-ce que vous avez des exemples, vous 3, d'entreprises qui ont mis en place ces approches QVT, prévention des risques psychosociaux? Ça existe au final? Je vais bien prendre la parole. Ouais. Donc, en matière de QVT, déjà, c'est une notion qui est obligatoire dans les entreprises. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont pu le mettre. Après échange avec pas mal d'entreprises. Donc, nous sommes une entreprise, hein, tout bêtement. Donc, on a fait beaucoup d'actions.
Et une de ces actions qui est la plus fréquente, ça a été, on nous a demandé, en tous les cas nos clients qui étaient clients, qui sont clients d'ailleurs, nous ont demandé de mettre à disposition de leurs collaborateurs déjà un psychologue ou en tous les cas quelqu'un, un référent au niveau psychologie, parce que c'était important qu'il y ait un tiers qui puisse être interpellé par rapport à la situation que vivait soit la personne en télétravail, soit le collaborateur qui devait revenir. Donc, on a un certain nombre d'entreprises qui nous ont interpellés et on a pu ouvrir des lignes avec des psychologues pour pouvoir accompagner nos entreprises. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, après, je laisserai peut-être la parole à Bruno parce qu'il a dû voir un certain nombre de connexions sur son application. Mais c'est vrai que chez nous, on a eu pas mal de demandes déjà sur cet accompagnement-là. Après, il y a eu d'autres actions qui ont été plutôt tournées autour des espaces de discussion, comment on redonne la parole. Donc, on a beaucoup travaillé, nous, avec nos startups, que ce soit Incolab ou que ce soit HPI, pour mettre à disposition des solutions d'échange, mais d'échange constructifs. Parce qu'un échange, on peut faire un mail, mais ça ne suffit pas. L'idée, c'était de pouvoir détecter ce qui est le non-dit quelque part par rapport à ce qui pouvait être mis derrière un mail des fois, et quelquefois de tourner la question différemment ou d'anonymiser tout simplement la réponse permettait d'avoir des retours des équipes et des sensibilités dans les équipes. Donc, cette partie-là était beaucoup plus importante. Enfin, je vais laisser peut-être la parole à Bruno ou à Anne. Oui, de ton côté, Bruno, tu as des exemples, des retours d'expérience d'entreprise bon, peut-être pas citer les noms, mais dans les domaines, dans des secteurs d'activité. Alors, oui, on travaille à travers le programme iMental Energy Pro. Là, nous, on intervient dans tous les types d'entreprises. En fait, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas de secteur d'activité privilégié. Et, le constat aussi, c'est que les entreprises s'ouvrent de plus en plus à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la libération de la parole, le partage d'expérience, l'arrivée aussi de cette notion, hein, comme le disait Marie-Christine, l'enjeu et les obligations autour de la QVT, des RPS, etc., font qu'aujourd'hui, les gens parlent beaucoup plus de tout ça, et nous, on le constate vraiment dans l'approche qu'on a. C'est pour ça que je parlais d'approche globale aussi tout à l'heure. Ce qui est important, c'est à la fois la sensibilisation, l'outillage, entre guillemets, et la co-construction de bonnes pratiques, parce que, comme tu le citais tout à l'heure, c'est que c'est une notion de personnalisation, il n'y a pas de choses idéales qui marchent partout. Et nous, on travaille aussi bien dans le secteur des services, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'high-tech, enfin, Internet ou autre, et même dans des startups. Et le constat, c'est que plus, plus on construit une démarche globale avec l'implication des collaborateurs et du management, et voire même de la direction générale dans l'idéal, plus en fait on aura une diffusion rapide de toutes ces bonnes pratiques, et plus finalement parfois les bonnes pratiques sont très simples, mais c'est aussi permettre aux gens de libérer la parole autour de ces enjeux-là et de se dire finalement, alors nous c'est surtout sur la gestion de la charge mentale, mais finalement bien gérer sa charge mentale, son écologie mentale dans l'entreprise, c'est assez simple dans la mesure où on s'autorise à en parler et dans la mesure où on accepte de ne pas savoir faire et donc d'avoir un certain nombre d'outils parfois simples. Et bon, voilà, je parle de l'application My Mental Energy où c'est parfois des micro-siestes et accompagner les collaborateurs à oser faire un certain nombre d'exercices. Et nous, le constat qu'on fait chez certains de nos clients, c'est qu'ils sont allés un cran plus loin en mettant en place des salles dans lesquelles les gens, ou des endroits dans l'entreprise où les gens peuvent se poser, faire une micro-sieste. Et l'avantage de co-construire en fait les approches, c'est aussi qu'on change le regard de l'autre par rapport à ça. D'accord, parce que j'ai le droit en fait de me faire une micro-pause pour recharger mes ressources mentales, sans qu'à un moment donné, quand je reviens au boulot, on me dise ah, tiens, voilà, c'était un coup de sieste ou tu n'étais pas au boulot. Non, c'est le regard Tu as aussi pris qui un change en RTT, fait à partir de c'est ça. ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Tu es voilà. parti 1 heure pour te Mais détendre. ça, ce regard de l'autre, c'est que cette vanne, en quelque sorte, elle peut complètement casser quelqu'un qui a de bonnes intentions autour de cette gestion des ressources mentales, qui finalement, alors il y a des études qui montrent ça aussi, où je regagne en efficacité. Et nous, on a mené des études parce qu'on est encore à pied dans la recherche avec notre directeur scientifique Gaël Alain. Et 1 minute de micro-pause, mais vraiment de micro-pause, permettent de regagner plus de 10% de ressources mentales. Donc c'est fondamental. Donc c'est aussi de l'efficacité du bien-être pour l'entreprise. Et on voit que ces éléments-là se diffusent de plus en plus. Voilà. Merci Bruno.
Anne, finalement, il y a une question pour toi qui est assez pragmatique, hein. C'est si on remarque qu'un collègue dont on n'est pas spécialement proche ne se porte pas bien et qu'on soupçonne un début de dépression, sans en être sûr évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Comment se comporter? Donc ça rejoint peut-être un petit peu ton intervention finalement. Alors oui, j'étais en train de taper, mais c'est mieux en vrai. Bah, en fait, je pense qu'il faut pouvoir dire ce qu'on ressent, c'est-à-dire si en fait la personne, elle nous apparaît comme déprimée, c'est un peu rapide, forcément, on ne fait pas de diagnostic, mais forcément, c'est qu'on a des indices. Donc, est-ce qu'elle a l'air plus lente? Est-ce qu'elle a l'air d'être plus fermée que d'habitude? Puisque on a tout de suite c'est d'ailleurs le problème du télétravail, hein, le fait d'avoir le visuel en direct. On a énormément d'informations par le visage, par le fait de marcher, etc., d'une personne, même quand on ne la connaît pas très bien. Et il faut savoir que la dépression, effectivement, les gens marchent par exemple plus lentement, vont parler plus lentement, vont s'énerver plus vite, vont moins vous regarder, vont avoir un visage un peu moins, voilà, moins de réaction. Et donc, si on perçoit quelque chose qui a l'air un peu différent d'habitude, pourquoi pas le dire à la personne, bon, pas devant 15 000 autres salariés, et dire tiens, aujourd'hui tu me sembles ceci, cela, plus lent, ou ça n'a pas l'air d'aller. Donc en tout cas d'ouvrir la discussion tout en respectant la personne. Si elle n'a pas trop envie de parler, bon, on dit que voilà, elle a le droit, c'est sa vie, enfin. Voilà. Après, on a le choix d'en parler à son manager, si on est à l'aise avec le manager, ou d'avoir perçu un collègue qui est plus proche de cette personne et de dire, voilà, je suis inquiet à cause de telle chose précise, en fait. Après, si c'est quelqu'un qu'on connaît un peu mieux ou qui est dans notre équipe, même si on n'est pas super proche, bah là, on va pouvoir, entre guillemets, suivre une certaine évolution, finalement, de l'état. Et effectivement, il y aura un petit peu des petits points d'alerte. Mais en gros, tout ce que je peux dire, c'est que dès qu'il y a une rupture de fonctionnement, c'est un indicateur de risque psychosocial, hein. Merci beaucoup, Anne. Est-ce que… Alors, moi, j'avais une question un peu… On est quand même dans une business school et j'avais une question un peu de modèle économique parce que finalement, ce sont des solutions qui sont un peu nice to have pour les entreprises, hein. Ce n'est pas du direct retour sur investissement. Donc, est-ce que ce n'est pas un frein à la mise en place de solutions qui coûtent quand même quelque chose à l'entreprise? Comment on gère ça du côté des fournisseurs de solutions? Est-ce que le marché se développe finalement ou est-ce qu'on stagne encore est-ce qu'on bute encore sur ce problème du retour sur investissement finalement pour l'entreprise qui va implémenter les solutions? Je crois que Guillaume, tu as mis le doigt là où ça fait mal, puisque malheureusement, la prévention, encore en France, a du mal à démontrer son ROI, que ce soit au niveau des entreprises ou ailleurs. Et du coup, c'est ce qui nous a poussé, nous, à aider et accompagner des startups, puisque beaucoup de startups venaient nous voir en disant bah, il faudrait que la mutuelle offre à ces entreprises ou ses clients une action de prévention, il faudrait financer. Seulement, on oublie tout simplement, c'est que les mutuelles, elles ont des cotisations, puisqu'on est à but non lucratif, mais on n'a pas d'aide de l'État. Et ça veut dire aussi que ce sont les cotisations des clients qui financent quelque part ces nouveaux services. Donc, on se dit que quelque part, il faut aider les startups à démontrer la valeur ajoutée auprès des entreprises ou auprès des collaborateurs pour qu'en fin de compte, ils puissent vraiment se dire qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que ça peut m'apporter et démontrer la valeur ajoutée. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Ça fait plusieurs années qu'on est dessus. D'ailleurs, avec la chaire, on a essayé de démontrer cette partie-là pour la partie entreprise, hein, puisqu'on sait très bien que la santé, elle n'a peut-être pas de prix, mais elle a un coût. On a beau dire ce que l'on veut. À un moment donné, il faut s'investir, mais il faut savoir qu'on peut avoir aussi beaucoup de retour sur investissement. Quand on n'a plus d'absentéisme, il y a des coûts cachés, il y a tout un tas de choses. On travaille avec des indicateurs qui peuvent le démontrer. Après, il est vrai que c'est aujourd'hui encore difficile de convaincre des entreprises d'investir sur la prévention. Et on le voit bien, on a été obligé de passer par une voie réglementaire pour imposer à mettre en place des actions de qualité de vie au travail dans les entreprises, puisque c'était encore des choses qui se faisaient de manière assez ponctuelle, et notamment dans certains grands groupes, et très peu dans les TPE et dans les PME.
Donc, c'est aussi à nous de pouvoir accompagner par des solutions simples. On essaie d'avoir des solutions peu coûteuses aussi, de manière à trouver des résonances qui puissent être dans tout type d'entreprise et tout type de collaborateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de modèles économiques, de nouveaux modèles économiques, notamment dans le modèle du digital, qui doivent être investigués et qui doivent être recherchés. Bruno, tu voulais rajouter quelque chose sur cette partie? Juste, je partage l'avis de Marie-Christine sur la difficulté aujourd'hui de faire comprendre tout l'enjeu en fait qu'il y a autour de la santé en entreprise, qualité de vie au travail, on en parle beaucoup. Nous, l'approche qu'on essaye d'avoir aussi et parfois qui peut nous aider, pas toujours, c'est aussi la vérification et la validation scientifique, on va dire, des impacts qu'un certain nombre de comportements et d'exercices vertueux, on va dire, peuvent apporter. Donc c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le pied dans la recherche, qu'on a encore, hein, avec notre directeur scientifique qui travaille à la chaire, à une des chaires de Grenoble École de Management, qui est une école très avancée aussi hein, sur ces éléments-là. Et on travaille avec aussi des instituts de recherche sur Lyon. Et ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui auprès des entreprises de dire, voilà, quand on fait tel ou tel exercice ou qu'on met en place ces comportements-là, voilà ce qu'on gagne en termes de sérénité, d'efficacité, de flexibilité mentale, donc de créativité. Voilà, des éléments très pragmatiques qui nous permettent d'avancer justement sur cette entrée au sein des entreprises. Mais effectivement, ce n'est pas encore quelque chose de très, très simple. On a l'impression qu'il faut toujours être en preuve, en fait, voilà, par rapport à ça. Et oui, et on connaît bien ça dans le monde de la santé. C'est un petit peu ça aussi. Justement, le monde de la santé, on a un public. Vas-y, dis-moi. Je voulais intervenir à ce sujet parce qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs sortes de solutions. Hein, il y a les solutions de prévention primaire, c'est-à-dire qu'avant d'avoir finalement du stress au travail, on est tous concernés, et il y a des solutions qui sont entre guillemets dites bien-être, où finalement chaque individu tout seul va payer son appli Petit Bambou, va payer son sport, son yoga, donc est totalement autonome et du coup volontaire pour sa propre santé. Et savoir, évidemment, parce que si on fait du sport la semaine, ça aura une incidence aussi au travail. Donc ça, c'est un peu un des aspects. Ensuite, la prévention plus donc primaire, il y en a finalement pas beaucoup. Secondaire, c'est beaucoup plus fréquent que les entreprises s'investissent plus. Évidemment que quand il y a eu la vague de suicides à France Télécom, bizarrement, après, il a fallu quand même faire quelque chose. Hein. Donc la prévention secondaire, c'est-à-dire que quand les entreprises ont des chiffres d'absentéisme, de diminution de rentabilité, etc., là, elle se pose quand même la question de la santé hein, au travail. Et là, par contre, effectivement, des audits et des démarches. Ensuite, il y a aussi le souci de la santé elle-même. C'est-à-dire que le budget de la prévention en santé, ben, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la Sécu ne rembourse que les soins. Une fois que vous êtes malade, là, ils vous remboursent. Hein. Mais pour prévenir, moi, le seul exemple que je peux donner, c'est le sport. Maintenant, on peut faire des ordonnances de sport mais c'est quand même de la prévention secondaire, c'est pour les malades chroniques. Hein, on peut donner des ordonnances de sport qui seront remboursées pour des pathologies chroniques. Et un troisième aspect, évidemment, que la santé au travail, ça va avec de la politique, c'est-à-dire avec du management. Donc, on est justement dans une école de management là, et c'est la qualité du management. Évidemment que tant qu'on a un management qui n'est trop vertical, qui ne donne pas de l'autonomie aux salariés, qui ne les laisse pas se parler, tant qu'il y a encore, bon, bien sûr là on n'en a pas parlé, hein, le harcèlement, etc., forcément, ça n'ira pas. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est les différents aspects de la santé au travail, en fait. Alors après, juste pour les soignants, pour moi, il n'y a rien d'ultra spécifique à part certaines lignes, notamment pour les médecins. Quand ils sont en souffrance, il y a des lignes dédiées. Il y a eu des dispositifs aussi de plateformes pendant le Covid. Est-ce qu'elles vont maintenir? Mais c'est des plateformes d'écoute et d'orientation.
Ce n'est pas tout à fait la même chose que la prévention vraiment au sein des hôpitaux. Et là aussi, ça va avec aussi du management, c'est-à-dire quand est-ce qu'on met assez de monde dans les hôpitaux, quand est-ce qu'on leur fait faire pas les 3-8, etc. Donc là, il y a une côté quand même management et politique de santé. Et à côté, évidemment, alors là, le budget des hôpitaux qui est déjà réduit pour les soins eux-mêmes, alors faire des soins aux soignants, bizarrement, l'hôpital n'y pense pas. Merci beaucoup, Anne. C'est très pragmatique, hein, venant d'un professionnel de santé, évidemment. On touche un peu à la fin du webinaire, à 19h15. Donc, je crois que Marie-Christine, en plus, tu dois nous quitter rapidement. Donc, je voulais vous remercier tous les trois. C'était, je pense que tout le monde a apprécié, même s'ils n'applaudissent pas, je pense qu'ils applaudissent derrière leur écran. Donc, merci beaucoup pour vos retours d'expérience, pour vraiment des conseils vraiment pragmatiques, des solutions. Je pense qu'il y a des choses à tous les niveaux, hein, aussi bien individuels qu'au niveau de l'entreprise, qu'au niveau des équipes, qu'on peut évidemment mettre en place ou étudier. Moi, j'ai retenu ce mot, hein, de personnalisation, d'individualisation, et que finalement, cette crise, elle met en lumière que le bien-être au travail, c'est d'autant plus important, même si c'est au télétravail, hein. Ça doit être pris en compte. Et donc, en tout cas, vous pourrez retrouver, normalement, on va mettre en ligne la vidéo, le replay, et puis également dans le chat, vous retrouverez des liens vers différentes ressources. Et puis, vous aurez également l'accès à la présentation. Voilà, merci aussi à Sixtine et Emeline pour l'organisation qui nous a permis de faire ce webinaire. Et écoutez, au nom du club au féminin, du club Santé EM Lyon Alumni, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous peut-être pour un prochain événement inspirant et qui parlera aussi de santé, de femmes et surtout d'humains, hein, parce qu'on est là pour ça. Même si on est derrière nos écrans, on reste des humains. Allez, bonne soirée à tous.